Bonsoir tout le monde, bienvenue au One Punch Comedy Club, un événement qui vient clôturer ce mois spécial, le One Punch Mois organisé par les éditions Kurokawa. Alors merci au Level 256 de nous accueillir dans ce magnifique lieu. Merci aussi aux équipes de Gazocculting de réaliser cette émission. Alors dans cette émission, il y aura des jeux, des cadeaux à gagner, un plateau de stand-up exceptionnel animé par John Sulo. Et on va rigoler, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, on va tâcher d'en savoir un peu plus sur ce manga qu'on met à l'honneur ce soir, One Punch Man. Alors permettez-moi de me présenter d'abord. Je m'appelle Redouane Tella et ce soir, je vais vous accompagner avec mes invités sur les traces de Saitama. Qui est ce chauve au coup de poing dévastateur? Comment toute l'histoire a commencé? Et surtout, qu'est-ce qui a fait de One Punch Man un succès planétaire? On en parle tout de suite. Alors n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Le One Punch Comedy Club, ça commence maintenant. Et pour commencer cette soirée, j'accueille Valentin Paco. Salut Valentin. Salut, merci de m'avoir invité et bonne soirée à toutes et à tous. Merci à toi. Tu es journaliste spécialisé. Tu travailles notamment chez l'Internaute, c'est bien ça? C'est bien ça, ouais. À tes côtés, il y a le chef Otaku. Salut chef. Bonsoir. Alors on te connaît parce que sur Internet, tu es connu pour tes nombreux coups de gueule sur l'univers du manga. Est-ce que je te résume bien, je te définis bien en disant ça? Il y a ça et aussi mon charme indéniable. Ouais, ton charme indéniable, j'avais oublié, excuse-moi. Voilà. cette beauté infernale qui est à côté de moi. Je vais essayer de tenir toute la soirée. Avec nous, il y a aussi Christophe Lenain de la librairie Ayaku Shop. Bonsoir. Bonsoir. Libraire depuis très longtemps, je ne vais pas donner des années, mais toujours aussi vif, toujours aussi intéressé par la lecture et la proposition de titres auprès du public. Et puis on va parler de One Punch Man, parce que c'est un des titres qu'on propose régulièrement. Ah bon, on va en parler de toute manière, c'est un des titres qu'on vend le plus, je pense, dans ta librairie. Ah, ça en fait partie, ouais. Je vais pas dire le plus, mais c'est un des plus gros. Mais un bon top. Et bien juste à côté, justement, impossible de faire cette émission sans Grégoire Hello. Salut Grégoire. Bonsoir. Directeur de la collection Kurokawa, qui édite bien évidemment One Punch Man parmi d'autres titres. Alors ma première question, elle est pour toi Grégoire. Comment est né One Punch Man ? Alors c'est un concept assez particulier parce qu'à la base c'est un dessinateur, un jeune dessinateur pas du tout professionnel qui s'appelle toujours, qui a le pseudonyme de One, et il avait un petit blog sur lequel il faisait des gags en quelques cases. Il a fait une page complète qui s'appelait One Pan Man, où en fait c'était une parodie du héros japonais Han Pan Man, et il dit, en faisant le jeu de mots, il dit One Pan Man, ce serait un héros qui tue les gens en un coup de poing, et ça se finit en une page, puisque forcément le méchant arrive, il lui met une droite et pan, il fait « Ah merde, c'est déjà fini !» Et c'est fini. Voilà. Et donc du coup, ça a fait marrer les gens sur Internet, donc il a continué comme ça, et petit à petit, ça a pris de l'ampleur, ça a grossi. Et à un moment, donc, il commençait à être suivi, et notamment par énormément de hipsters du manga et beaucoup d'artistes. Notamment, tu avais toute la clique des designers de chez Capcom, le studio qui fait les jeux Street Fighter, etc. Ils étaient tous fous de lui. Et malheureusement, un jour, il va s'arrêter de dessiner parce qu'il y a des soucis dans sa famille et il faut qu'il bosse. Il dit voilà, désolé les amis, j'arrête de dessiner. Parce que jusque-là, c'était amateur. Il gagnait pas d'argent. Ah non, c'est comme un blog BD en fait. En France, tu sais, tu as beaucoup de blogs BD, de gens qui mettent des strips gratuits. Lui, c'était pareil, il faisait ça en amateur. Et un jour, il dit, voilà, je suis désolé, je dois arrêter parce que j'ai besoin d'argent pour aider ma famille. Donc, il a fait un boulot. Et au bout d'un an, il revient. Et là, entre-temps, le manga, pendant qu'il était absent, le manga a explosé. Les gens, notamment les designers de chez Capcom, en ont parlé à un mangaka assez célèbre et qui, en plus, est très pote avec les gens de Capcom, c'est Yusuke Murata. Qui est donc le dessinateur, qui était à l'époque le dessinateur de High Shield 21, et qui va contacter One, qui dit écoute, je suis super fan de ton manga, c'est génial, et j'ai été désolé d'apprendre que tu as été obligé de t'arrêter, mais tu sais, tu pourrais en vivre en fait, si tu veux. Ah oui, parce qu'on va quand même le rappeler, c'est un petit blog, mais qui faisait phénomène à ce moment-là, jusqu'à 10 millions de visiteurs sur le blog de One. Voilà. Et donc il dit, écoute, si tu veux, on refait ton manga ensemble et on va essayer de se le faire publier professionnellement.
Et c'est là en fait que le One Punch Man qu'on connaît aujourd'hui en France démarre. Qui est édité par les éditions Kurokawa ici en France. Tout à fait. Donc c'est en 2012 que le One Punch Man prend sa forme actuelle, sa forme manga, mais jusque-là, elle était née sur Internet, sur un blog. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que jusque-là, les grandes séries manga sont nées dans la presse écrite. Et là, Valentin, c'est peut-être la première fois qu'on voit un héros naître sur le web et prendre autant d'ampleur. Avec un tel succès, oui. Et d'ailleurs, les chiffres qu'on a donnés de 10 millions de pages vues, même certains gros titres aujourd'hui sur Manga Plus, donc l'offre de prépublication légale de Shueisha, atteignent pas forcément de tels volumes. Donc là, il y a vraiment eu un engouement, un bouche à oreille qui a mis un petit peu de temps à se faire, mais une fois que la machine était lancée, c'est des gags, c'est rapide à lire, c'est hyper viral, parce que toutes les chutes sont complètement absurdes, et c'est ça qui fait que ça cartonne. Il y avait un côté aussi très gribouillis, où tout le monde se dit je vais moi aussi m'approprier le gag et essayer de faire une variante, faire des hommages, et tout ça fait énormément tourner sur les réseaux sociaux, et oui c'est clairement, et puis ça a lancé une mode encore plus ouverte, comme il y a eu la mode de lancer les light novels pour j'écris mon truc et ça a atteint un grand public, et là ça a permis de toucher tout le monde. Il y a plein de gens qui se sont dit moi aussi je peux, et il y a eu plein d'autodidactes qui sont lancés depuis. Et autant sur le blog, on saluait surtout la qualité d'écriture de One, parce que c'est très drôle, et puis c'est une histoire géniale. Un mec qui arrive à tuer les méchants d'un seul coup de poing, c'est fantastique comme idée. Mais avec l'arrivée de Murata, on a vu une dimension artistique, une dimension graphique qui arrive au manga, et notamment tout le monde s'est mis à saluer ces scènes de combat, ces scènes de bagarre qui sont complètement folles. Est-ce que tu pourrais nous les décrire, ces scènes de bagarre, chef Otaku? Ils se mettent des coups de poing. Non, je déconne. C'est sûr que quand Yusuke Murata il a repris le bébé, j'ai envie de dire, c'est sûr que déjà Yusuke Murata, faut savoir, c'est un de mes mangaka préférés d'un point de vue dessin, parce que c'est surtout un dessinateur, c'est pas vraiment un scénariste. Il me semble qu'il a fait un manga à une époque où il était scénariste avec un vieux cyborg, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le seul qu'il a fait. Après N-Chiffre 21, il était que dessinateur. Enfin, que dessinateur. Quand même. En fait, il a expliqué qu'il il trouvait ça trop difficile de faire à la fois l'histoire et le dessin. Il a dit non, je préfère faire les dessins pour quelqu'un qui sait faire des bonnes histoires. Et ce qu'il y a d'impressionnant dans le dessin de Murata, c'est que vraiment, déjà je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Il me semble qu'il a une chaîne YouTube où il fait des live dessins. T'as l'impression que le gars il dessine ça comme s'il respirait, c'est super facile. Ça, moi je suis un peu dessinateur, j'ai envie de me couper les mains chaque fois que je le vois faire. Il est vraiment très très impressionnant. Il a un sens du chara-design qui est assez incroyable. Et tu sens que le gars il se fait plaisir à chaque fois, il fait un dessin, il fait un bonhomme rhinocéros, il est trop génial, alors qu'un rhinocéros c'est pourri. Il a vraiment un truc dans le design, dans le trait qui est super plaisant, impressionnant, et puis le découpage est incroyable. Bah oui, ce vraiment. découpage il est complètement fou, il y a un aspect cinématographique dans le dessin de Murata. Oui, en fait ce sont des grandes cases où il se fait plaisir, style cinématographique. Donc en fait, tu regardes ça comme si tu regardais un film, parce que les scènes de combat sont juste énormes. C'est des belles planches, bien détaillées et super efficaces. Je veux dire, quand tu tournes les pages, c'est comme si tu tournais un flipbook, tellement c'est actif, tellement ça bouge. Presque, tu regarderais l'animé, ça serait du copier-coller, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'éditer One Punch Man à l'époque, Grégoire ? Quand je tombe dessus au début de sa publication, je suis tout de suite séduit par l'histoire, au-delà du dessin, parce que Yusuke Murata, je connaissais son talent, mais c'est vraiment le fait d'avoir un personnage qui est super fort et que ça ennuie, en fait, que ça rend dépressif, tout simplement parce qu'il y a déjà eu des histoires où il y avait un personnage qui était trop fort, mais c'était des histoires qui se terminaient en 1 ou 2 pages, et puis le gag était fini, et c'était pas des personnages qui allaient revenir. Et là, il s'agit de tenir sur des chapitres et des chapitres et des tomes avec un personnage qui n'a aucun enjeu dramatique, qui n'a aucun obstacle sur sa route. Et comment est-ce que c'est intéressant ? Et ça m'a vraiment passionné en termes de narration, en termes d'exercice d'écriture, en fait, parce que le principe même, quand tu apprends la dramaturgie, enfin tous les gens qui vont en école de scénariste ou quoi, ils savent que l'intérêt d'un héros, c'est les péripéties et de tout ce qu'il va devoir faire pour arriver à son but et à sauter les obstacles, à franchir les obstacles. Là, il n'y a pas d'obstacle. Et comment est-ce que ça peut être intéressant alors qu'il n'y a pas d'obstacle ? C'est-à-dire que là, tu remets en cause 3 à 4 000 ans de récit. C'est-à-dire que tu regardes,
depuis, on va dire, la guerre de Troie et ce genre de choses, t'as pas vraiment de révolution dans la narration. C'est-à-dire que le mythe du héros, tout a été déjà plus ou moins fait. Toutes les histoires qui... Alors évidemment, à l'époque, on conduisait pas des bagnoles ou quoi, mais... Non, mais il y a des constructions dramatiques. Voilà, toutes les constructions dramatiques. One Punch Man s'en affranchit complètement. Je pense que c'est l'un des premiers récits révolutionnaires qu'on a eu depuis très longtemps, en termes de dramaturgie et de narration. Bon, ça c'est dit. Et ça explique peut-être le succès immense que One Punch Man a connu à son arrivée en France en 2016. Rupture de stock dès les premiers tomes. Christophe, toi, tu l'as vécu comment à cette époque, toi qui es libraire ? À l'arrivée, on avait pris des quantités quand même assez impressionnantes qui auraient dû durer à peu près une semaine. Mais pourquoi ? Parce que tu t'attendais à ce succès ? Oui, en amont, oui. Pour avoir lu le titre en japonais en amont, pour voir ce que ça valait. Moi, faisant quelques voyages de temps en temps au Japon, on voit la tendance, et One Punch Man en faisait partie. On s'est dit, bon, ça, quand ça va arriver, quand ça arrivera, ça fonctionnera. Donc on avait anticipé un peu tout ça, mais pas assez, puisque ça a été en rupture quasiment immédiatement. Donc on était un peu, y a des gens qui tapent à la porte, on ne peut pas leur fournir. C'est à peu près ça l'idée. Et heureusement, c'est revenu très vite, parce que ça grognait derrière. One Punch, ouais, ça gueule, oui, vas-y. Mais on ne pouvait pas fournir. Et ça a été vraiment un démarrage très, très impressionnant. C'est un des plus grands succès de l'histoire du manga en France, non ? En tout cas, en termes de démarrage, oui, ça c'est sûr. C'est le record encore aujourd'hui. Il y a eu des nouveaux très très gros lancements, mais sur une période, sur un lancement, c'est le premier mois. Oui, en général, les lancements sont calculés sur plusieurs périodes, mais en général, on prend 8 semaines. Ouais. Et donc, c'est le record encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu des super gros titres, dont Spy Family, qui est aussi génial et très attendu. Mais One Punch Man, il y avait une hype qui du coup, est imbattable, enfin, est imbattue. Encore aujourd'hui. Et il faut savoir que ça arrivait en plus, 2016, c'était la grande période des super-héros. Et donc, ce truc qui vient et qui casse les codes de la narration classique, casse aussi les codes des super-héros, parce qu'on va avoir des super-héros badass, mais on va aussi avoir des super-héros ridicules au possible. Le mangaka, il se lâche à fond. Mais c'est ça, c'est parce qu'en réalité, dans One Punch Man, ce qui est intéressant, c'est l'impertinence de ce manga, l'impertinence de cette écriture, et notamment, il se moque de tout, à la fois de ses personnages, mais aussi, tu le disais, de super-héros, et notamment de super-héros de la culture américaine. Et on sent qu'il y a une vraie volonté de troller un peu toute la pop culture américaine et tous ses codes. C'est la liberté absolue de quand on fait son blog dans son coin et qu'on n'a pas un comité éditorial qui vient nous dire tu vas un peu loin, tu vas vexer telle ou telle personne, attends, faut qu'on voit là, ce personnage ressemble potentiellement trop à machin, il pourrait y avoir des problèmes de copyright. Là, comme il est sur son blog, il a une liberté absolue et il se lâche, il se fait plaisir avant tout à lui, sans se poser des questions de sondage de quel est le personnage qui va le mieux marcher, et il va nous sortir l'homme bicyclette, quoi. Et ça, c'est tout ce que nous, on attendait. On attendait un truc vraiment original dans tous les sens, qui nous surprenne presque à chaque page. Et alors qu'en plus, Murata arrive derrière, non seulement à ce côté, on est surpris à chaque page, mais en plus, on se prend une claque visuelle. Donc on fait waouh et oh. C'est bien dit, c'est bien fait. En l'occurrence, il se moque même de l'esprit shonen. L'esprit shonen classique où on a toujours, enfin assez régulièrement, ce héros qui est dans le dépassement de soi, qui est dans la résilience, etc. Lui, en l'occurrence, il n'a pas besoin de se dépasser, il est déjà très fort. Et en réalité, il nous explique que ça ne sert à rien de se dépasser. Lui, il s'est dépassé et c'est pas pour autant qu'il est heureux. Chef Otaku. C'est un peu, tu disais, impertinent. Je suis pas trop d'accord sur le côté impertinent. Ça dépend ce qu'on entend par impertinent. Moi, je dirais plutôt que ce que souvent on dit, ouais, c'est une parodie. Même moi, j'ai dit ça, je suis un peu bête. C'est plus une satire, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça critique vraiment les codes. Enfin, ça les critique pas, mais ça les remet en question, en tout cas. Voir, on suit des héros qui veulent s'améliorer, qui veulent devenir toujours puissants. Mais si on suit une histoire où le héros est déjà le plus puissant, pourquoi on lit, en fait ? J'ai l'impression que ça se moque des attentes des lecteurs, ça se moque un peu des codes de la BD, mais j'ai l'impression aussi que derrière, ça fait pas que parler de la BD. J'ai l'impression que ça parle un peu de la société et des gens en général, parce que on voit Saitama, finalement, quand on regarde le personnage, c'est le seul personnage qui est honnête tout le temps, en fait. C'est-à-dire que, en fait, lui, il veut devenir un héros pas pour être célèbre, pas pour être adulé, juste parce qu'il a envie de sauver des gens. Et t'inspire quoi, toi, ce manga sur la société actuelle ? C'est ça, en fait. Je pense que attention, au moment, le côté hypocrite, le côté société de l'apparence, finalement, parce que c'est le plus fort, c'est le meilleur héros qui existe, mais comme il a un look tout pourri et que, en fait, il se fait pas remarquer, personne sait que c'est lui le plus fort. En fait, tout le monde croit qu'il est nul. Il est classé rancé, si je dis pas de bêtises.
tout le monde croit qu'il est mauvais, et finalement tous les mecs qui sont super bien classés dans le système des héros, d'ailleurs le système des héros ça montre ce que je dis, ça illustre ce que je dis, c'est que les héros ils sont classés en fonction de leur puissance, c'est pas en fonction de leur volonté de vouloir de sauver des gens. C'est pour ça que le personnage de Bicyclette Man, je sais plus comment il s'appelle, Roulette Rider, les gens le kiffent parce qu'en fait c'est un héros qui est tout pourri aussi, mais qui est super sincère et qui est prêt à se sacrifier pour les autres, alors que les 3/4 des héros les mieux classés en fait ils en ont rien à péter de sauver des gens, c'est juste l'image, le business. Il y a le personnage de Fubuki qui en fait est frustré parce qu'elle peut pas être plus forte que sa sœur, mais qui essaye de garder le pouvoir en prenant plein de mecs, des espèces de simp à son pouvoir. Il y a aussi le personnage de King qui est un peu l'inverse de Saitama, c'est-à-dire que lui il est nul à chier, mais comme il a une apparence qui fait peur, tout le monde croit que c'est le plus fort en fait, et il est content comme ça en fait, il vit sa petite vie nulle. Et ce qui est intéressant avec Saitama, c'est que lui il est toujours honnête tout le temps, il est toujours sincère dans ce qu'il fait, mais il est malheureux alors que tous les autres sont heureux tout le temps en fait. Et tu parlais de l'apparence de Saitama. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant de parler de son apparence, parce que c'est un personnage qui a tout pour être guignolesque. Il a un déguisement ridicule. Et j'aimerais qu'on parle de ses traits, parce que les traits de son visage sont dessinés de manière différente à chaque fois. Moi, c'est ce qui m'a frappé la première fois que j'ai lu ce manga. Je me suis dit, pourquoi ? Et en réalité, ensuite, on comprend. Grégoire, j'aimerais bien que tu nous expliques le visage de Saitama. Bah, c'est un œuf. C'est un œuf avec parce des qu'il yeux. est chauve. Et non, mais c'est ça qui est drôle. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que alors déjà au Japon, être chauve, c'est beaucoup moins bien perçu dans la société. Hein. Tout ce qui est calvitie et tout ça. Parce qu'en France, c'est bien perçu. C'est tu vas lui dire à Vin Diesel crâne neuf. Non, voilà. Tu vois, The Rock, tu vas pas lui dire t'es chauve, lol. Tu vois, Jason Statham, tout ça, Bruce Willis. Enfin, c'est des sex symboles. Les mecs, ils ont pas de cheveux et ça marche très bien pour eux. Alors que au Japon, tu as quand même. Enfin, le charisme, la virilité, tout ça, ça passe un petit peu par les cheveux. Et justement, chauve ou dégarni, c'est une insulte qui est très très forte au Japon. Tu vois, par exemple, dans les parodies de Dragon Ball, Vegeta se fait souvent traiter de Mpage. Mpage, ça veut dire calvitie en M. Tu vois, la forme de son... Oui. Voilà. Et du coup, Saitama... Mais d'ailleurs, il le prend hyper mal, Saitama. Ah bah oui, il faut jamais lui parler de son crâne. Et d'ailleurs, Saitama... il est devenu ultra puissant mais chauve, et c'est un drame personnel. Donc du coup, parce qu'il faut rappeler, pour ceux qui n'ont jamais lu One Punch Man, c'est parce qu'il s'est surentraîné, c'est parce qu'il est devenu très très fort, l'homme le plus fort du monde, qu'il est devenu chauve. Voilà, c'est un peu sa malédiction. C'est ce qu'il écrit. Mais même là, on est dans un pastiche, parce que c'est pas un surentraînement, c'est un entraînement entre guillemets un peu ridicule. Oui. Parce qu'on voit le surentraînement, c'est aller faire des Dragon Punch sous une cascade, c'est saigner ou manquer de mourir et prendre un haricot magique, c'est se multiplier et prendre l'expérience de tous ses corps. Lui, il a fait des trucs que tout le monde peut faire. Alors, en quantité supérieure, mais sans abdos, sans sit-up, sans... Il fait 100 pompes, 100 squats, 100 abdos par jour et courir 10 km. Voilà. D'ailleurs, en l'occurrence, il y a plein de youtubeurs fitness qui ont tenté de dont je fais partie. L'entraînement. Mais ça n'a pas trop réussi, j'ai encore des cheveux. Voilà. C'était la blague, merci. Elle m'a plu. Et puis ces traits du visage qui changent en fonction de la manière dont évolue le récit, ça c'est aussi hyper intéressant. À certains moments, il a des traits très marqués, et à d'autres moments, c'est juste deux yeux et en est une pauvre bouche. C'est l'intérêt d'avoir un personnage justement graphiquement aussi simple, c'est que tu peux beaucoup jouer avec lui et faire passer les émotions plus facilement. C'est-à-dire qu'effectivement, la plupart du temps, il a sa tête de patate avec ses yeux un peu totalement blasés, inexpressif. voilà. Mais enfin voilà, si on peut, je sais pas si en régie on peut montrer la superbe statue de Tsume. Mais voilà, quand il est énervé, il a cette tête-là, et d'un seul coup. Malgré son crâne chauve, malgré sa bêtise ou quoi, malgré son costume un peu chelou et ses gants pour faire la vaisselle, quand il a cette tête-là, il est magnifique, il est hyper stylé, il a du charisme, et tu sais que les méchants vont passer, alors pas un mauvais quart d'heure, mais un mauvais centième de seconde. Christophe, il incarne quoi pour toi, Saitama ? Le héros blasé. Le héros qui en fait, au début, n'avait aucune capacité surhumaine, mais qui respirait la justice. Et après, son évolution, en fait, c'est devenu son quotidien nonchalant. Le mec, il a sauvé la planète, la minute d'après, il va au supermarché, il va acheter ses œufs, en promotion, je précise. Donc c'est vraiment... et on le reconnaît pas en plus. Le gars, c'est un personnage qui détonne complètement dans l'univers du manga, parce que un super-héros, entre guillemets, qu'on pourrait prendre dans d'autres séries, il est toujours remarqué. Il sera toujours médiatisé à mort, alors que lui, quoi qu'il fasse, même s'il y a les caméras, personne ne le voit.
Alors que le mec vient de réussir quelque chose d'extraordinaire. À la limite, Roulette Rider, le gars totalement normal ressort plus au final au niveau de la reconnaissance des gens. Alors que Saitama, lui, il passe complètement inaperçu. C'est quand même assez extraordinaire de par son charisme. Donc officiel. du coup, ça questionne aussi la société du spectacle et la médiatisation du héros. Et le marketing et tout ce qui va avec, parce qu'ils sont aussi très rares à pas avoir un nom spécifique de super-héros. Saitama est un des rares. Alors après, il y a ceux qui arrivent au niveau classe S et qui sont donc super connus et tout ça, mais tous les autres, ils ont un pseudo, ils ont un costume. Et c'est pas eux qui le choisissent, en plus leur pseudo, c'est l'agence des héros qui fait alors toi tu vas pouvoir vendre des figurines ou des couvertures, on va t'appeler un. Et Saitama il se retrouve avec le chauve capé, je crois. C'est ça. Voilà, il se fait avoir de tous les côtés. Mais moi, pour moi, Saitama, c'est un peu un côté, attention, je sors un mot que j'ai appris ce matin, un côté un peu nihiliste. C'est le gars, en fait, il a accompli son but. Et alors, en fait, tu vois, c'est le gars, il est plus fort, il est plus balèze, mais tout le monde s'en fout. Et il est malheureux dans sa vie, il sait pas quoi faire, en fait. C'est ça qui est terrible, le côté, ok, t'as des rêves, les héros de shonen, ils ont des rêves, mais une fois qu'ils les ont atteints, le manga s'arrête. C'est-à-dire qu'en fait, après, on s'en fout, en fait. Et puis il faut rappeler que dans la vraie vie, en dehors de ses activités de super-héros, Saitama est un chômeur, un mec qui est plutôt seul, et en cela il est assez représentatif de toute une partie de la jeunesse japonaise. Alors, je ne sais pas si toute la jeunesse japonaise se retrouve là-dedans, parce que Saitama, c'est quand même quelqu'un qui, effectivement, est malheureux, mais il est malheureux selon selon les modèles de la société japonaise. C'est-à-dire qu'évidemment, quand il a décidé de devenir un héros, il était en recherche d'emploi et ça marchait pas. Et aujourd'hui, oui, effectivement, il est mal vu parce qu'il ne bosse pas. Et peut-être qu'il aurait envie de bosser, d'avoir une vie normale dans un bureau. Mais il lui reste quand même des joies simples. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est que, par exemple, quand il se bat contre Boros l'extraterrestre, il se retrouve catapulté sur la Lune. Bon, il en a rien à foutre d'être sur la Lune, voilà. Mais par contre, il y a des gens qui viennent lui rendre visite. Il est là, oh non, mais vous faites chier, là, j'aimerais bien être tranquille chez moi. Et là, les gars, ils disent, non, mais attends, on a ramené de la viande, on va faire une fondue. Et là, tout de suite, ah ouais, de la viande, super. Et il a vraiment des plaisirs simples, quoi. Dès qu'il y a de la bouffe, dès qu'il y a des trucs. À un moment, il a rendez-vous avec Fubuki dans un restaurant et il s'aperçoit que c'est elle qui va payer. Donc là, il dit, ah super, je vais me commander des frites. Enfin, tu vois, c'est un vrai prolo. Il a des plaisirs simples. Voilà, c'est un mec simple. Mais c'est aussi ça qui, je Oui. pense, a plu à une partie de son public. Ben, c'est drôle, tout ce c'est qu'il côté, a on peut s'identifier à l'homme le plus fort du monde. Voilà, exactement. C'est le mec le plus fort du monde. Il va malgré tout être content parce que il a ouvert une boîte de 5 chocolats et ils se sont trompés, il y en avait 6 dedans, tu vois. C'est ça, ces petites victoires du quotidien. C'est pas d'exploser un homme cafard de 7 mètres de haut. C'est vraiment... la nana s'est trompée, elle lui a rendu 10 centimes de plus quand elle lui a filé sa monnaie. Il était ma journée est super. Christophe, j'aimerais qu'on parle de Genos. Ah, Genos. C'est le fameux... Qu'on voit ici d'ailleurs, encore une statue ouais. magnifique de Tsume. En fait, c'est le cyborg de combat par excellence qui est là pour la vengeance, dont on ignore pas mal de choses actuellement. On sait qu'il a vécu un drame. Genos, lui, il est en recherche d'une source d'inspiration. Et quand Saitama lui met une grosse rouste, il a trouvé peut-être sa référence et il devient son apprenti. Il veut lui. Mais il y a un gros problème justement dans cette narration de shonen parce que Genos, il peut pas évoluer grâce à un entraînement. Il ne peut évoluer que techniquement. C'est comme un frigo. On lui rajoute un deuxième moteur, il tournera plus vite. Et c'est ça qui est drôle parce qu'il n'a aucun entraînement à suivre. Généralement, quand on suit un maître dans le manga, c'est qu'il va nous apprendre quelque chose, une technique. Saitama, il s'en bat les reins. Mais il n'a pas de rien à technique. apprendre. De toute façon, ça sera son super méga punch vénère. C'est pas vraiment une technique. Tout l'arc où il va faire un combat de karaté pour apprendre les méthodes de karaté, comme il éclate les mecs tellement rapidement, il peut pas apprendre. Il a rien appris. Oui. Il y a une zéro technique à apprendre. Ça se passe trop vite. Et comme Genos n'a pas un mode apprentissage, lui, sa puissance, ça lui vient de la technologie. On voit qu'à un moment donné, il fait des tirs assez simples. Il rencontre le professeur qui va lui rajouter une option. Bon, le mec, il a un phaser qui détruit la moitié de la planète s'il veut. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que dans le manga, en tout cas dans le shonen en général, on a une forme d'évolution parce qu'on a suivi un entraînement auprès d'un sensei. Et là, c'est pas du tout le cas. Mais paradoxalement, j'ai l'impression que Saitama, ça lui a fait beaucoup de bien d'avoir ce disciple parce qu'on ne l'a jamais senti aussi humain
qu'avec une personne à ses côtés, en l'occurrence qu'avec un androïde à ses côtés. Alors humain, ouais, mais alors humain aussi dans les mauvais côtés. C'est-à-dire mais que c'est clair. c'est-à-dire qu'au début, il est là, non, mais rentre chez toi, tu me sauves, non, je vous en prie, devenez mon maître, je vais être votre disciple, vous êtes trop fort et tout. Et au bout d'un moment, quand il se rend compte que Genos va lui payer un loyer, va faire sa lessive, sa vaisselle, et il se dit, mais oui, pas de souci, tu peux rester. Parce qu'en fait, Genos, ça devrait être Genos, le héros du manga. C'est parce que il est beau gosse, il a une vraie cause. À la fin de ses combats, il est amoché mais resplendissant. Il est vraiment... Et Saitama profite de sa naïveté, en fait. Et au final, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de shonen, justement, le jeune héros qui veut se dépasser et le maître qui est un peu... soit il est chelou, soit il collectionne les culottes, soit il dit non, j'ai pas envie de t'entraîner, ça me saoule. Et puis, en fait... Et sauf que là, c'est le contraire. C'est Saitama, le personnage principal. Et en plus, c'est lui qui représente aussi cet archétype de maître bizarre. Et il profite complètement. Alors, il a de l'amitié pour Genos, évidemment. Il s'y attache. Mais il est quand même bien content que Genos lui sorte les poubelles. Valentin, mon coin, il est bizarre, ce maître. Comme Greg l'a dit, il a tous les trucs. Déjà, il a une technique que tu peux pas comprendre et que tu peux pas reproduire. Parce que il va dire je me suis entraîné comme ça et par exemple justement Genos se prend une rouste et il vient voir Saitama, il lui fait qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui me fait défaut, il lui dit de la puissance, tu vois, le truc complètement vague, tu vois, il lui sort un truc de mentaliste à 2 balles et l'autre prend des notes, il fait mais oui, l'autre dit mais oui exactement, attends, je vais rajouter un deuxième moteur et monter à 21 gigawatts et voilà, et c'est en ça qu'il est complètement bizarre. En plus après, donc il a des attentes et des besoins qui sont tellement terre à terre que c'en est bizarre. T'as la puissance de tuer n'importe qui dans le monde. Est-ce que tu vas passer le concours des héros comme n'importe qui? Est-ce que tu vas te faire recaler justement comme tu es tellement con que tu as mal écrit les réponses? Non, tu vas détruire un bâtiment, tu vas tuer un monstre, tu vas venir avec la tête du monstre et tu vas dire voilà, moi j'ai réussi à buter ce type. Non, lui il va tuer le monstre et derrière il va juste aller ramasser son poireau qui était tombé pendant le combat. Parce qu'il a aucune connaissance de la médiatisation, il sait pas faire ça en fait, il sait pas se vendre. C'est vraiment un mec normal, avec ses travers. Parce que, on va pas se mentir, tout le monde ici autour de cette table, on serait ravis qu'un robot inconnu débarque chez nous pour faire le ménage. Ça peut se défendre. Ouais. Après, il est surpuissant, donc ça fait un peu flipper. Bien évidemment, le succès de ce manga a donné lieu à une série. Il y a actuellement 2 saisons, vous pouvez voir sur certaines plateformes. Chef Otaku, en l'occurrence, toi... Tu l'as vu cette série, et quelles sont les différences selon toi entre la version manga et la version animée? Parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui nous regardent aujourd'hui qui ont vu la version animée, qui n'ont peut-être pas lu le manga ou inversement, et comment leur donner envie d'aller plus loin et de découvrir la version manga? Eh ben, je dirais, alors ça va être assez surprenant ce que je vais dire, mais la version manga est mieux animée que l'animé. Voilà. Parce que Yusuke Murata, on en parlait tout à l'heure, fait beaucoup de slash pages. Bon, c'est un terme de comics, mais je l'utilise pour le manga, je m'en fous. C'est des doubles pages pleines où l'action est vraiment très très découpée, un peu comme un storyboard, où si tu défiles très vite, ça fait une limite animée. Mais ça vient du format à la base. Il me semble que One Punch Man, à la base, c'était aussi publié avec Murata en webcomics. Et ça marchait mieux en webcomics parce que tu pouvais cliquer direct pour défiler assez vite. Donc voilà, rien que pour les dessins de Yusuke Murata et le côté animation vraiment stylé, je pense notamment à une séquence qui a vraiment buzzé à l'époque. C'est quand il y a une météorite qui s'écrase sur la Terre, où c'est méga en couleur et tout. C'est vraiment très très bien fait. Il y a, je sais pas, au moins 50 pages où c'est Saitama qui décolle du sol pour foutre une patate à météorite. C'est très très bien. Donc visuellement, allez vraiment voir One Punch Man en manga, ça surclasse le manga et de loin. Surtout l'anime, pardon, et de loin. Surtout la 2e saison qui est pas ouf. Grégoire, encore une fois, on salue le travail de Murata. Ah bah je pense, c'est l'un des dessinateurs de manga actuels les plus impressionnants techniquement. C'est comme l'a dit le chef tout à l'heure, de temps en temps, on peut surveiller son compte Twitter. Des fois, ça lui prend, il dit bah, tiens, ce soir, je vais dessiner en direct. Et on peut aller le voir sur sa chaîne. Et c'est... Oui, il a de l'or entre les doigts. C'est vraiment... Parce que... il peut dessiner, il peut dessiner n'importe quel personnage de n'importe quelle licence et il sera plus stylé que l'original. Il a fait des illustrations pour Marvel il y a quelques années. Elles sont incroyables. Ouais, je vous invite notamment à voir les illustrations de Spider-Man. Ouais, Iron Man, il a fait plein de trucs. Qui sont dingues. On a aussi cette liberté absolue. Il était porteur du projet.
C'est pas Shueisha qui a dit il faut faire ça, on cherche un dessinateur ou autre. C'est lui qui a donc découvert One et qui est allé chez Shueisha en disant moi je veux faire ce manga avec ce type qui a déjà donc une première notoriété et donc il était en position de force pour établir des conditions à ce moment-là. Donc il n'a pas à sortir un chapitre toutes les semaines. Et pourtant, ils avaient déjà une centaine, voire plus de chapitres déjà écrits, storyboardés. Mais il a pu imposer son rythme. Il a dit, je veux que ça continue à être sur le web gratuit pour les gens. Et je veux pouvoir, 3 mois après, revenir sur un ancien chapitre en me disant « Ouais, attends, je vais changer parce que maintenant qu'on a avancé sur le scénar, ça passe mieux. » Ou « Bon, voilà, j'étais un peu malade et j'ai mal fait cette double planche. Là, maintenant, je suis en forme et je veux me lâcher encore plus. » Mal donc, fait. Ouais, ouais. J'ai été plus rapide que ce que j'aurais espéré ou autre. Et donc, on revient sur cette liberté qui lui donne des possibilités que tout le monde n'a pas forcément, quoi. Chef Otaku, il y a une version qui est prévue en live action, réalisée à Hollywood, de One Punch Man. On en attend quoi de cette version ? Bah pas grand chose en fait. Bah, je vais être pessimiste, mais parce qu'en fait One Punch Man c'est un concept fort et je pense que c'est pour ça que ça a tapé dans l'œil d'Hollywood et de tout le monde. D'ailleurs le concept, il bat tout le monde en un coup, ça va être trop bien. Mais One Punch Man derrière, si tu te contentes du concept, tu risques de passer à côté un peu de la substance du manga en fait, de l'esprit du manga. Ça va plus loin que le concept. Et j'ai peur que les Américains souvent, quand ils adaptent quelque chose, ils se cantonnent au concept de base. Et puis derrière, ils partent en roue libre, ils font un truc qui n'a rien à voir. Il n'y a qu'à voir Death Note, l'adaptation Netflix. En fait, c'est pas du tout Death Note, c'est une espèce de nouvelle version de Donnie Darko, mais en nul, quoi. Donc, ils avaient le concept, il y a un cahier qui tue des gens et il y a un Shinigami. Ça me fait penser à Donnie Darko. Vas-y, on va faire Donnie Darko avec un cahier de la mort. Ça n'a rien à voir avec Death Note. Parce que l'Aikigami, enfin bref, pour plein d'autres raisons. Allez voir sur ma chaîne, j'en parle, pub. Donc j'ai peur que les Américains fassent ça. Ils vont prendre le concept, ils vont mettre un espèce de Ryan Reynolds bis faire... parce que je suis sûr que c'est un mec comme ça qui va faire le rôle de Saitama, mais sûr. Ou alors un Jesse Eisenberg, là, un truc comme ça. Et il va tuer tout le monde, mais derrière, il n'y aura pas la petite critique, la petite satire qu'il y a, pour moi en tout cas, dans le manga. Après, ça va peut-être se moquer plus du média cinéma, film de super-héros, peut-être. Ouais. J'ai peur que ça soit qu'une parodie, finalement. Moi, quand on me parle de remake hollywoodien, je repense toujours au Dîner de cons. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Jake Gyllenhaal. Voilà. Ben, en fait, quand ils ont fait un remake américain avec Steve Carell, qui joue Jacques Villeray, et en fait, il y a le dîner. Le dîner n'a aucun intérêt, en fait, parce que ce qui est drôle dans le matériau d'origine, c'est que justement, Thierry Lhermitte ne peut pas aller au dîner et l'autre lui fout sa vie en l'air en venant l'aider. Dans le film américain, dans le remake américain, ils se sont sentis obligés de quand même finalement faire le dîner et au final, la morale, c'est ouais, il est con, mais il est comme nous et puis au final, les cons et puis les pas cons, ils peuvent s'entendre et puis le message n'avait absolument rien à voir et puis au final ça donne un film nul et j'ai peur que justement Saitama ce soit ça, c'est-à-dire que que One Punch Man version Hollywood, moi ce qui me ferait peur c'est que justement ils en fassent pas du tout quelque chose de second degré drôle, mais comme disait le chef, de faire un film qui s'attarderait sur alors oui il est fort, oui il s'ennuie, oui il est nul, mais il va trouver une meuf et puis ça ira mieux, ou il va découvrir le bonheur dans autre chose. Enfin, et ça va biaiser le message, je pense. Alors qu'au final, on est juste là pour se marrer, quoi. Après, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a en réalité assez peu de mangas qui ont été adaptés par Hollywood, et ça dit quand même quelque chose du succès planétaire de One Punch Man. Ah oui, ça... Le problème en soi, c'est que c'était des catastrophes. Je veux dire, tu peux avoir une œuvre géniale et puis en faire... On se souvient tous de Dragon Ball. Non, je m'en souviens pas. Ou j'ai fait d'oublier, en fait. Je suis en thérapie depuis. Mais en soi, il y a quand même une force dans One Punch Man qui vient de la traduction et de l'adaptation française. Si ça rend aussi bien, c'est parce que ça parle directement au public français. C'est très proche de ce qu'est la version japonaise. Donc édité chez Kurokawa. Mais quand on prend la version américaine publiée chez Viz Media aux États-Unis, ce que nous, on a en une bulle sur 3 lignes, aux États-Unis, ça devient une phrase, voire un mot. Donc, même ça, c'est des raccourcis. Donc, je pense, j'espère que je me trompe, que le film sera un raccourci de ce que veut dire One Punch Man. D'ailleurs, rien à voir, refermons cette page hollywoodienne, mais je voulais te demander, Christophe, toi qui vas passer beaucoup de mangas, est-ce qu'il y a des mangas d'aujourd'hui qui se sont inspirés
de l'écriture de One et de One Punch Man? De mon point de vue, non. Parce qu'il est atypique dans sa narration. Parce que c'est trop casse-gueule? Oui, parce que quand on lit la plupart des mangas, il y a ce fameux fil rouge. Ce truc que tu suis, tu sais que le personnage principal, il ou elle, a un lourd passé, une amnésie, voire les deux. Et dans le temps, les actions forment quelque chose à suivre, un fil. Alors que là, il n'y a rien à suivre en fait. Il y a juste à se marrer parce que c'est un enchaînement de missions. Mais au final, on ne suit pas l'histoire de Saitama. On suit, pour moi, la vie des héros. Mais des vrais héros, ceux qui n'ont pas de pouvoir dans le bouquin. On en revient à Roulette Rider, qui est le personnage normal, le héros normal, l'humain de base. Celui-là qui va faire traverser les grands-mères. Celui qui va se sortir les tripes face à une menace qui est juste surdimensionnée pour lui. Lui, il va s'en prendre plein la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Il va finir à l'hosto. On le sait, c'est direct. Et Saitama, il arrive comme un cheveu sur la soupe. On sent que le mec s'est donné à fond. Il a donné ses tripes. Lui, il arrive, il règle le problème en un coup. Valentin? Moi, je pense qu'il y a eu des commandes pour refaire la recette miracle. Pas forcément avec les mêmes ingrédients, pas forcément avec le même succès, mais très récemment, moi je pense à Mashle, qui est, on pousse même encore plus loin à reprendre le style de dessin de One, parce que bon courage à celui qui va vouloir imiter Murata, mais on prend ça, on prend ce côté absurde dans un univers qu'on connaît. Donc en ce moment, ce qui est à la mode, c'est les sorciers, les sorcières, les écoles de magie, et à côté les isekai. Donc on prend ces deux trucs à la mode et on dit, voilà, on te fait Harry Potter, One Punch Man, on mélange un petit peu et tu tombes sur Mashle. Mashle, sans One Punch Man, à mon avis, n'existerait pas. Alors oui, mais il est atypique puisque One Punch Man n'a pas amené une norme régulière. Mashle, lui, il est arrivé après, mais ça n'a pas été des clones. Il y en a un qui est arrivé et qui n'est pas mauvais en plus. Donc c'est pour ça. Je veux dire, oui, il n'a pas fait école. C'est super casse-gueule en fait. C'est pour ça que la personne qui fait Mashle, je pense quand même qu'elle a bien réfléchi à son fil rouge surtout. Mais ça marche parce que justement c'est différent. À partir du moment où ça devient la norme, ça ne marchera plus. C'est aussi ça. Tu peux pas casser la poule aux œufs d'or si, tu dévalues la valeur de quelque chose. Voilà, donc la rareté en fait sa valeur. Moi, je trouve qu'il y en a plein, en fait, des héritiers, entre guillemets, de One Punch Man. Pas forcément dans le genre shonen, mais dans tout ce qui est isekai, souvent, les mecs, ils arrivent, je suis le héros le plus fort du monde, dans un autre monde, ou truc comme ça. Et puis, même sans aller jusque-là, One, il a fait Mob Psycho 100, c'est assez proche, le délire, quand même, de One Punch Man. Le personnage est assez similaire, c'est le gars, en fait, il veut pas d'histoire, mais il est trop balèze, et du coup, il se retrouve... Christophe n'est pas tout à fait d'accord, visiblement. Pour Mob Psycho 100, chez Kurokawa, le personnage, il est introverti, surtout, il sait pas comment aborder les gens. Mais il y a ce même délire de surpuissance, et de gars qui cherchent pas d'histoire. Il a même pas fait entre guillemets d'efforts. Saitama, il a eu quand même son entraînement de base, on va l'appeler comme ça. Lui, ses pouvoirs psychiques, ils étaient là. Je veux dire, c'est surtout qu'il est tombé sur la mauvaise personne, qui l'a mal orienté, et qui, justement, parce qu'il a aucune... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que même si le concept est différent, dans l'idée, il y a un délire pareil. Je trouve, en tout cas. Et puis même, tu veux dire où quand il débarque, il règle un peu le problème. Voilà, il y a le côté, on sait que c'est gagné d'avance, ça, je veux dire, la méga puissance. Et puis même sans parler de puissance, moi, il y a un manga, qui n'est pas chez Kurokawa du coup, je crois, mais que je trouve qui, dans le même délire, dans le côté satire du shonen, il y a Chainsaw Man récemment, je trouve que c'est un peu dans le même délire. On va me traiter de taré, mais je trouve que il y a la même remise en question du format, je trouve. Bon, on ira lire pour voir tout ça. Dernière question pour conclure cette émission. Dernière question collégiale. Qu'est-ce qui vous fait aimer One Punch Man? Quelle est la chose que vous retenez? Quelle est la chose que vous avez envie de dire aux spectateurs pour leur donner envie de regarder, de lire plutôt ce manga? Christophe? En fait, ce qui m'a impacté directement sur One Punch Man, c'est juste les premières pages. Moi, en tant que vieux, soyons OK, je me suis dit, tiens, Piccolo est arrivé. Tiens, Akira est à la page 2. Voilà, tout va bien. Je suis rentré. C'est comme dans des chaussons. Et le personnage est tellement blasé que je fais, mais ça, c'est le genre de personne que j'adore. Mais c'est vraiment un personnage qui dénote dans le monde du shonen. Et on le suit, et la valeur même de la série, comme je dis, les vrais héros ne sont pas ceux qui ont des pouvoirs. Grégoire? Je dirais que One Punch Man, c'est le manga qui te fait ou refait aimer le manga.
Ah ouais, quand même. Ouais. Je pense que One Punch Man, ça te si t'es un peu fâché avec le manga, genre c'est bon, j'en ai lu 10, c'est toujours la même chose, machin, ou si au contraire tu sais pas trop quelles sont les spécificités du manga par rapport au reste, ben, tu lis One Punch Man et tout est vraiment dedans pour te faire aimer ou re-aimer le manga, parce que ça sublime vraiment les codes classiques, ça les transcende même, et c'est une manière très très différente de raconter une histoire. Donc pour moi, voilà, One Punch Man, c'est le manga qui fait aimer les mangas. Le chef, même question. Ah, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué en même temps, c'est simple. Bon, déjà, les dessins sont exceptionnels, déjà. Donc, c'est un peu la contextence de ce qu'on peut faire en termes de. Si tu veux un manga généreux graphiquement, je crois que tu ne trouveras pas plus généreux que One Punch Man en termes d'action, de chara design, de multiplicité de personnages. C'est incroyable. Et je rejoins ce que disait mon camarade, ça remet en question la vision du manga, la manière d'aborder le manga, quand on s'intéresse un peu à ces questions-là. Après, si ça t'intéresse pas, au moins tu vas bien rigoler, tu vas en prendre plein la bouche. Mais moi j'ai aimé pour le côté coup de cœur artistique, vraiment. J'ai trouvé ça, si un jour j'arrive à faire un manga comme One Punch Man, c'est bon, j'aurais réussi, quoi. Je trouve ça génial, voilà. Valentin ? Moi, c'est la surprise. Parce que ça a beau être rempli de références et de tropes que tu as déjà vues, il va tellement tous les malmener, même ne serait-ce que sur le rythme. Tu arrives sur quelque chose, tu vas dire « Waouh, là on est parti sur un arc de fou », il le finit en 2 pages. Et tu dis « Ah bah ça c'est un truc tout nul », il va te faire 50 pages. Et donc à tous les moments, tu sais jamais à quoi t'attendre, tu es toujours sur le fil d'équilibre. Quand tu lis One Punch Man, tu as toujours une surprise, alors bien sûr graphique, mais scénaristique et à tous les niveaux. Et rien que pour ça, c'est un des rares mangas où je peux me dire waouh, je sais que je vais pas deviner ce qui va se passer après, parce que le truc est tellement absurde dans son raisonnement, dans son dénouement, que tu peux pas. Tu peux avoir imaginé 50 scénarios, tu vas jamais tomber sur le bon truc. Parce qu'en plus, il se permet tout et n'importe quoi. Il va te dire, ah mais non, mais lui, t'as un nouveau personnage qui arrive, qui fait un truc incongru ou des choses comme ça. Et moi, j'avais besoin de ça, parce que en tant que journaliste spécialisé, j'en lis. On finit par se lasser par certains moments, et donc on va aller chercher. Dieu merci, on publie plein de genres différents, donc on peut faire autre chose que lire que du shonen hyper codifié. Mais il y a des moments, tu as envie quand même d'un truc qui te surprenne à chaque fois. Et soit tu tombes sur des page-turners et des gros thrillers vraiment super, super palpitants, soit tu prends One Punch Man, où là, t'as pas une attente émotionnelle forte, mais juste tu fais le voyage et tu te marres, quoi. T'es sur des montagnes russes, tu sais donc tu vas tourner en rond, mais tu vas kiffer. Bon bah merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. Je me permets juste, avant de conclure cette émission, de remercier nos partenaires Game One, J1, Good Smile Company, Casa, ADN, j'en oublie, Crunchyroll, Happy Smile, Tsume, et puis toute l'équipe de Kurokawa qui a organisé ce One Punch Mois. Ne quittez pas la soirée, parce qu'il y a un plateau de stand-up qui arrive, il y a des jeux et des cadeaux à gagner. Restez avec nous. Prochaine étape, le plateau de stand-up animé par John Sulo.